Voilà, donc j'espère que vous avez bien récupéré les cours. Ils sont aussi donc sur la chaîne YouTube. Et donc la dernière fois avec vos camarades, j'avais expliqué pourquoi la vérité dans les sciences n'apparaissait pas toujours de manière absolument pure et immaculée, parce que la pratique de la science concrète suppose aussi des pratiques sociales. Et c'est de cela dont nous allons parler ici. Enfin, c'est pas de ce dont on va parler, c'est ce dont on a parlé avec les autres. Et c'est cette partie-là du cours que je vais vous dicter. Si bien sûr, Pronote veut m'afficher. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça marche pas? Pronote veut m'afficher correctement mon cours. Monsieur, oui. C'est le 2.3, oui. Le 2.3, la pratique sociale de la science. Hop là, alors voilà, c'est bon, je crois que je vais pouvoir le récupérer. Moi, sinon, je vais aller sur mon ordinateur, c'est plus simple, plutôt que de vouloir aller sur Pronote pour le télécharger. Je l'ai sur mon ordi. Donc on a quand même pas mal avancé, vous avez vu ça. Et on va arriver dans le grand 3 qui est un peu technique, un peu difficile, mais... alors attends, là pourquoi? Non, il m'en manque encore. Désolé, il faut que je récupère tous ces documents. Je l'ai, voilà, la pratique sociale de la science, il est là. Alors vous notez, il y a environ une page. Hein. Il peut être difficile de définir la science. Il peut être difficile de définir la science. Il peut être difficile de définir la science si on s'en tient au seul cadre théorique et épistémique. Il peut être difficile de définir la science si on s'en tient au seul cadre théorique et épistémique. Donc si on essaie de la définir à partir des questions de la connaissance, des questions de la théorie, c'est dur de définir ce que c'est que la science. Point. En revanche, on peut définir la science dans sa dimension... Oui. Comment? Théorique et épistémique. C'est-à-dire que définir la... Oui. Théorique, TH. Comme ça se prononce, épistémique. Comme ça se prononce. Ça veut dire, ça vient du grec épistémé qui veut dire la connaissance. Épistémique. Comme ça se prononce. Oui, qu'est-ce que c'est que la science? C'est difficile à dire. Point. En revanche, on peut définir la science dans sa dimension sociale. Plus facile. Donc en gros, c'est pour distinguer la science comme activité épistémique d'une part et théorique, et la science comme activité sociale d'autre part. Donc, en revanche, on peut définir la science dans sa dimension sociale. Anecdote qui vous intéresse peut-être pas forcément, mais quand j'ai soutenu ma thèse de philosophie, donc d'épistémologie, il y a un des rapporteurs qui a donc posé une très longue question, qui discutait ma conception de la science, et puis il finit sa question en me disant « Bon, bien sûr, si vous considérez la science comme une pratique sociale, ma question n'a plus de valeur. » Alors je lui ai répondu « Je considère la science comme une pratique sociale. » Donc bon, bref, point. En effet, la science est un ensemble d'institutions. La science est un ensemble d'institutions dans laquelle évolue une communauté scientifique. En effet, la science est un ensemble d'institutions dans laquelle évolue une communauté scientifique. En effet, la science est un ensemble d'institutions dans laquelle évolue une communauté scientifique. Point. Ces institutions ont leur logique propre. Ces institutions ont leur logique propre. Ces institutions ont leur logique propre et ne poursuivent pas un impératif de vérité. Et ne poursuivent pas un impératif de vérité absolue, on pourrait même rajouter.
Ces institutions ont leur logique propre et ne poursuivent pas un impératif de vérité absolue. Il n'y a pas que de la recherche dans la science, pour le dire autrement. Il n'y a pas que de la recherche de la vérité. Point à la ligne. Il est au tableau. Kuhn, dans le titre du bouquin, La structure des révolutions scientifiques. Kuhn, dans La structure des révolutions scientifiques. Oui, gauche. Kuhn, dans La structure des révolutions scientifiques. Oui. Oui, c'est le titre du bouquin, la structure des révolutions scientifiques. Kuhn, dans La structure des révolutions scientifiques, rend compte de cette dimension sociale de la science. Kuhn, dans La structure des révolutions scientifiques, rend compte de cette dimension sociale de la science. Point. La science fonctionne, selon lui, comme une matrice disciplinaire. On va expliquer ce que c'est, ne vous inquiétez pas. La science fonctionne, selon lui, comme une matrice disciplinaire. La science fonctionne, selon lui, comme une matrice disciplinaire. Point. C'est dans cette matrice que se déploie la, entre guillemets, science normale. C'est dans cette matrice que se déploie la, entre guillemets, science normale. C'est dans cette matrice que se déploie la, entre guillemets, science normale, virgule, c'est-à-dire la science des manuels et des universités. C'est-à-dire la science des manuels et des universités. C'est-à-dire la science des manuels et des universités. Point. La matrice disciplinaire est composée de 4 éléments de points. La matrice disciplinaire est composée de 4 éléments de points. La matrice disciplinaire est composée de 4 éléments de points. Donc à la ligne premier tiré pour le premier élément. Les généralisations symboliques de points. Les généralisations symboliques de points. Les généralisations symboliques de points. Il s'agit du formalisme qui a cours au sein d'une théorie. Il s'agit du formalisme qui a cours au sein d'une théorie. Donc, par exemple, je ne sais pas, E égale MC2, des trucs comme ça, vous voyez, on comprend ce à quoi renvoient les symboles qui sont employés dans les théories. À la ligne, deuxième tiret, les composantes métaphysiques. Les composantes métaphysiques. Deux points. Ce sont les concepts et entités métaphysiques. Ce sont les concepts et entités métaphysiques auxquels réfèrent les théories. Donc, par exemple, la force chez Newton, l'espace-temps, enfin, ces entités métaphysiques. À la ligne troisième tirée, c'est sans doute le plus important. Enfin, c'est le plus important pour ce qui nous intéresse ici. Les croyances
Deux points. La pratique de la science suppose concrètement, la pratique de la science suppose concrètement, la pratique de la science suppose concrètement la mise en commun de savoir et de croyances. La pratique de la science suppose concrètement la mise en commun de savoir et de croyances. Point. Les scientifiques possèdent leurs croyances et leurs valeurs. Les scientifiques possèdent leurs croyances et leurs valeurs. Point. Ce ne sont pas des êtres immaculés capables d'une pure objectivité. Ce ne sont pas des êtres immaculés capables d'une pure objectivité. Ce ne sont pas des êtres immaculés capables d'une pure objectivité. Quand leur théorie est mise en cause, c'est aussi leurs croyances et leurs personnes qui sont attaquées. Quand leur théorie est mise en cause, c'est aussi leurs croyances et leurs personnes qui sont attaquées. Point. J'aurais même pu rajouter leurs intérêts, mais bon. Point. C'est la raison pour laquelle, remarque Kuhn, en période de crise scientifique, c'est la raison pour laquelle, remarque Kuhn, en période de crise scientifique, la vérité importe moins que les jeux de pouvoir. C'est la raison pour laquelle, remarque Kuhn, en période de crise scientifique, la vérité importe moins que les jeux de pouvoir. Point. Les scientifiques essaient avant tout de préserver leurs intérêts et leur emploi. Il ne va pas servir. Les scientifiques essaient avant tout de préserver leurs intérêts et leur emploi. Et là, on va donner à la ligne un exemple. Exemple tiré d'un événement en plus récent, puisque ça date de 2015. Quand l'institution de la science économique, donc très concret, s'est sentie menacée en 2015, quand l'institution de la science économique s'est sentie menacée en 2015, par l'introduction, tout ça c'est dans le cours, sur YouTube, j'ai tout expliqué, par l'introduction d'une nouvelle section au CNU, les économistes
du courant dominant les économistes du courant dominant ainsi que vous pouvez le mettre entre guillemets le mot Nobel parce que c'est pas un vrai prix Nobel, ainsi que le Nobel entre guillemets d'économie, Jean Tirole, ainsi que le Nobel d'économie, ont fait pression directement sur le gouvernement, pour préserver leurs intérêts. Point. De telles pratiques témoignent du peu d'intérêt que ces chercheurs portent à la vérité. De telles pratiques témoignent du peu d'intérêt que ces chercheurs portent à la vérité. De telles pratiques témoignent du peu d'intérêt que de tels chercheurs portent à la vérité. Je suis un peu méchant avec eux, mais c'est quand même plutôt vrai. À la ligne, on est presque au bout. Dans Contre la méthode, donc c'est le titre du bouquin, ça aussi. Dans Contre la méthode, c'est le titre, le bouquin préféré du professeur Raoult. Je crois qu'il s'est arrêté uniquement au titre, il n'a pas dû lire le livre. Il s'est dit que lui aussi, il était contre la méthode, c'est pour ça qu'il se sentait autorisé à faire n'importe quoi. Donc, dans Contre la méthode, Feyerabend, il est au tableau, Feyerabend. F-E-Y-E-R-A-B-E-N-D. Donc ça, c'est publié en 75, un peu après la structure de la révolution scientifique. Dans Contre la méthode, Feyerabend signale déjà que Galilée, vous savez, le chercheur, les rois mages, tout ça, dans Contre la méthode, Feyerabend signale que Galilée, le même que celui la Terre est ronde, les rois mages, tout ça. Galilée n'hésitait pas à rendre ses résultats compatibles avec ses croyances. Galilée n'hésitait pas à rendre ses résultats compatibles avec ses croyances. Galilée n'hésitait pas à rendre ses résultats compatibles avec ses croyances lorsque ceux-ci contredisaient ses prédictions théoriques. Galilée n'hésitait pas à rendre ses résultats compatibles avec ses croyances lorsque ceux-ci contredisaient ses prédictions théoriques. Pour le dire plus simplement, Galilée truquait ses résultats. Voilà. Il mentait. Galilée n'hésitait pas à rendre ses résultats compatibles avec ses croyances lorsque ceux-ci contredisaient ses prédictions théoriques. Point. Feyerabend le qualifie de, entre guillemets, formidable charlatan. Feyerabend le qualifie d'ailleurs de, entre guillemets, formidable charlatan. Formidable charlatan. Point. Ah oui, c'est l'expression de Feyerabend. Point. On comprend dès lors que la vérité en science est soumise à la contingence des croyances des scientifiques. On comprend dès lors que la vérité en science est soumise à la contingence des croyances des scientifiques. C-O-N-T-I-N-G-E-N-C-E.
Alors, juste une précision, je ne suis pas en train de vous dire, de vous faire l'apologie du relativisme absolu ici. Je ne vous dis pas que ce que disent les scientifiques, c'est bidon parce que c'est soumis à leurs croyances. C'est plus compliqué que ça. Non, simplement, on s'aperçoit que concrètement, parfois, vous avez des résultats qui vont pas dans le sens des théories. Ces résultats, on les modifie, on ne les publie pas, on fait en sorte que voilà, ils soient pas diffusés, personne n'en prenne connaissance. Oui. À la contingence des croyances des scientifiques. Alors, ça peut être d'autant plus vrai aujourd'hui parce que aujourd'hui, quand vous êtes scientifique et que vous ne publiez pas des résultats significatifs, votre carrière est menacée. C'était la revue Nature qui a une dizaine. La revue Nature, c'est la revue la plus importante ou une des plus importantes en sciences naturelles, qui avait demandé à ses publiants, de manière anonyme, s'ils avaient déjà truqué leurs résultats pour être publiés. Et la moitié des publiants ont répondu que oui. Bon alors, c'est pas si grave si vous voulez, parce que de toute façon, les publications bidons finissent par être retirées. Mais ça veut dire que la manière dont la science est socialement organisée est de nature à produire ce genre de triche, d'arnaque, parce que, pour différentes raisons, soit parce que les scientifiques recherchent le prestige. Didier Raoult, par exemple, Didier Raoult, c'est quelqu'un qui publie plusieurs articles scientifiques par semaine, ce qui est... En fait, pour vous donner une idée, pour publier une étude scientifique, il faut généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc quelqu'un qui en publie plusieurs par semaine, ça veut dire que c'est pas lui qui les écrit, hein, voilà, tout simplement. Non, il y a de la triche là-dedans déjà. Et puis les gens, pour pouvoir être reconnus, pour pouvoir être publiés, parfois n'hésitent pas à tricher, tout simplement. Ils trichent. C'est comme ça. Donc la vérité là-dedans, bon, si vous voulez, est liée, mais il y a à boire et à manger, quoi. Mais bon, on peut quand même être rassuré puisque la science est un processus autocorrectif. Donc généralement, les études bidons sont supprimées. Peut-être un exemple iconique, c'est l'étude du Lancet là, qui a été publiée en réponse aux études pro-chloroquine pour la question du coronavirus. Donc l'étude qui signifiait simplement que la chloroquine n'avait aucun effet sur la guérison pour le coronavirus. Et on s'est rendu compte au bout d'une semaine que l'étude était bidon, puisque les données avaient été falsifiées par le laboratoire qui finançait l'étude. Mais ce qui est bien, c'est que l'étude a été retirée. C'est-à-dire que les chercheurs qui ont publié cette étude se sont eux-mêmes détachés de l'étude, puisqu'ils se sont dit, bon, on s'est fait tromper par les données. Voilà. Contrairement à d'autres praticiens qui maintiennent contre les faits que tel ou tel traitement fonctionne. Ouais. Donc la science n'est pas fondamentalement dogmatique. Mais il y a des dogmatiques dans la science. Donc il faut un processus qui n'est fondamentalement pas dogmatique doit fonctionner avec des dogmatiques. Bon, et dernière composante, donc vous allez à la ligne et vous mettez un tiret, là on va moins noter. Les exemples de points, ce sont les résultats obtenus par la science normale. Ce sont les résultats obtenus par la science normale. Point. Ce sont des exemples de ce que produit la science. Ce sont des résultats obtenus par la science normale. Point. En dehors des crises, ce sont les exemples qui préoccupent le plus la communauté scientifique. En dehors des crises, ce sont les exemples qui préoccupent le plus la communauté scientifique. Point. Et bien voilà, nous avons fini le grand 2, donc nous allons pouvoir passer à la suite et vous allez arrêter d'écrire. Monsieur, oui. Les exemples, c'est les résultats? Oui, c'est les résultats. En fait, Kuhn est un peu embarrassé avec cette question d'exemple parce que pourquoi est-ce qu'il parle de matrice disciplinaire? Il en parle dans la postface de la seconde édition de la structure des révolutions scientifiques publiée en 1962 parce qu'on lui a fait remarquer qu'il utilisait le mot paradigme dans 22 exceptions différentes au cours de son bouquin. C'est beaucoup. Et donc, il dit, bon, ok, on va préciser ce que c'est que le paradigme. Alors, il appelle ça matrice disciplinaire. Il dit finalement, les exemples, c'est ce que j'ai appelé paradigme. C'est-à-dire les formes que prennent la science et les résultats qu'elles produisent.
les formes que prend la science, pardon, et les résultats que produisent ces formes. Comme référence aux représentations. Bon, là, ça va être peut-être un peu technique. Ça commence gentiment et ça finit de manière un peu plus complexe. Je vais essayer de rendre tout ceci explicite. Bon, là, il n'y aura que deux sous-parties. Mais c'est déjà bien suffisant. Donc, en 3.1, on notera la dichotomie, ce qui veut dire la séparation. Une dichotomie, c'est une séparation nette. Dichotomie, jugement de fait, jugement de valeur. Bon. On va rentrer dans une philosophie assez sympa, parfois un peu compliquée à comprendre. Donc, je vous note ici l'auteur dont nous allons parler ici, qui est Wittgenstein, et on va mentionner notamment deux de ses travaux, qui sont le premier, le Tractatus Logico-Philosophicus. Donc ça, c'est le début du XXe siècle. Et nous parlerons aussi de sa conférence sur l'éthique. Ça, c'est pour commencer, mais après, ça va un petit peu changer. Tractatus Logico-Philosophicus. Oui, alors, pourquoi Wittgenstein choisit ce titre de Tractatus Logico-Philosophicus? Parce que c'est une référence à Spinoza, au Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza. Donc Wittgenstein, si vous voulez, en intitulant son ouvrage comme ça, s'inscrit, si vous voulez, dans la lignée de Spinoza. Voilà. Donc, il faut savoir que le Tractatus, c'est un livre très particulier. Ça m'est arrivé certaines années de le faire. Enfin, je l'ai fait étudier 1 ou 2 années à des classes. C'est un tout petit livre de 50 pages qui contient des aphorismes. Et alors, les aphorismes, c'est quoi? C'est des fragments, mais il n'y a pas de structure. Enfin, c'est pas un essai, si vous voulez. C'est pas un livre systématique. Ce sont des petits fragments, comme ça, les uns après les autres, qui sont organisés en 7 points. Donc, il y a 7 points dans le Tractatus. Et puis, il y a des subdivisions à chaque fois dans chaque point. Sauf le 7e. Le 7e, il y a juste une phrase. Et alors, c'est marrant parce que c'est un livre qui, par moments, est assez facile à comprendre, mais par moments très difficile à comprendre. Et Wittgenstein lui-même, une vingtaine d'années après l'avoir écrit, reconnaissait lui-même ne pas comprendre certains passages du Tractatus. Donc, bon, si l'auteur lui-même ne sait plus ce qu'il voulait dire, c'est compliqué. Et alors, son Tractatus, qu'il a amené avec lui dans les tranchées de la guerre de 14, il a aussi écrit dans les tranchées, lui a servi de thèse de doctorat à Cambridge, parce qu'il a été repéré par un immense philosophe du 19e et du 20e siècle qui s'appelle Bertrand Russell. Et alors, donc, il a soutenu sa thèse à Cambridge en face de Russell et de Moore. Et au moment des délibérations, après qu'il a présenté ses travaux, il s'est levé, il a tapé sur l'épaule de Russell et il lui a dit « De toute façon, je sais très bien que vous n'y comprenez rien. » Voilà. Bon, il a quand même été prof à Cambridge parce que les gens l'ont trouvé génial. Il faut comprendre que le Tractatus Logico-Philosophicus, c'est un livre qui a la prétention de répondre à absolument toutes les questions philosophiques. Bon, alors ce qui est marrant, c'est que Wittgenstein est revenu après pour dire que non, il n'était même plus d'accord avec ce qu'il disait, mais bon, c'est cette prétention-là. Bon, mais alors, là je vous ai teasé, mais je ne vous ai encore rien dit sur le contenu. Qu'en est-il
foncièrement de ce Tractatus Logico-Philosophicus? Qu'est-ce qu'on y trouve? Pourquoi est-ce qu'on en parle? La question que se pose Wittgenstein, et il se la pose d'une manière très directe ici, et ici de manière indirecte, c'est qu'est-ce qu'un jugement de fait? Qu'est-ce qu'un jugement de fait? Est-ce qu'il existe des jugements de fait? Et ces jugements de fait sont-ils distincts des jugements de valeur? Et ce qui se demande, c'est est-ce que la philosophie peut parler et des jugements de fait et des jugements de valeur? Est-ce que la philosophie peut parler des faits et des valeurs, ou est-ce qu'elle ne peut parler que des faits, ou est-ce qu'elle ne peut parler que des valeurs? C'est ça la question qui se pose. Donc on est bien dans la fameuse dichotomie de séparation entre jugement de fait et jugement de valeur. Bon, alors je vous donne la réponse que donne Wittgenstein, et après je vais vous donner la démonstration. Pour Wittgenstein, la philosophie ne peut, et donc ne doit, parler que des jugements de fait. La philosophie ne peut pas parler des jugements de valeur. Alors, voilà la démonstration qu'il donne dans le Tractatus Logico-Philosophicus. Démonstration peut-être un peu difficile, mais vous allez voir, ça va. Wittgenstein explique que les propositions, c'est-à-dire les phrases, sont une image de la réalité. Mais cette réalité, enfin, ce qui veut dire une chose, c'est que cette réalité, c'est quelque chose qui est imagé. Il n'y a pas une réalité, il n'y a pas une réalité comme ça, complètement indépendante de nous, dont nous parlons. Parce que ce dont nous parlons, c'est déjà un monde d'image, un monde de représentation. Donc, quand nous parlons des choses, nous ne parlons pas en réalité directement des choses, nous parlons de notre représentation des choses. Ça, c'est la première étape. Donc, ce qu'on appelle les faits, ce sont ces choses dont nous parlons, dont nous pouvons parler, dont nous parlons, qui sont nos représentations verbales des choses qui existent. Bon, ça, ce sont les faits, les choses dont nous parlons et auxquelles les propositions réfèrent par rapport à une entité qui serait extérieure à nous. Bon, maintenant, Wittgenstein remarque que la philosophie, jusqu'à lui, a beaucoup traité de questions métaphysiques. Bon, la métaphysique, on en a beaucoup parlé dans la première partie, vous savez. Et quand il parle de métaphysique au sens large, c'est-à-dire les questions métaphysiques en général, c'est-à-dire les questions qui traitent de la réalité indépendante du sujet, de la structure fondamentale de la réalité, de sa structuration métaphysique, théologique, enfin tout ce que vous voulez, mathématique. Mais Wittgenstein pense aussi à l'esthétique, c'est-à-dire qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le laid, voilà. Il pense aussi à l'éthique, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, le bon, le mauvais, ces choses-là. Et Wittgenstein dit que le problème avec toutes ces philosophies qui parlent de métaphysique, donc de problèmes d'ontologie, d'esthétique, d'éthique, sont des philosophies qui, selon lui, sont vides de sens. Pourquoi est-ce qu'elles sont vides de sens? Parce que il conçoit que ces philosophies-là ne peuvent pas être traduites dans un langage logique et ne peuvent pas prendre de signification dans un langage logique. Parce que ces théories-là ne réfèrent à aucun fait. La métaphysique, pour Wittgenstein, c'est quelque chose qui est vide de sens. On ne doit pas en parler, on ne peut pas en parler, parce que cette métaphysique ne réfère à aucun fait dont le langage peut rendre compte. Pour le dire simplement, quand on dit « cette chose est une belle chose », on n'a rien qui factuellement réfère à la beauté. C'est-à-dire qu'on n'a rien qui réfère factuellement à ce que c'est que la beauté. On ne sait pas définir ce que c'est que la beauté de manière factuelle. Quand on dit « celui-ci agit mal », on n'a rien qui permet de référer à ce que c'est que le mal. On n'a pas de définition du mal, de définition absolument définitive du mal. Il suffit de voir comment les sociétés définissent toutes différemment ce que c'est que le bien et ce que c'est que le mal pour se rendre compte que l'éthique est complètement soumise à la contingence des jugements individuels et collectifs. Et c'est ce qui amène Wittgenstein finalement à écrire dans le dernier aphorisme du Tractatus Logico-Philosophicus, c'est le 7e et dernier aphorisme, vous connaissez tous bien sûr, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Alors ça ne veut pas dire que quand on ne sait pas de quoi on parle, on doit se taire, même si bon, ça c'est salutaire. Non, ça veut dire qu'il y a des choses que la philosophie ne peut traiter, ne peut aborder, ne peut comprendre, ne peut expliquer, et donc elle ne doit pas en parler. La métaphysique n'est pas le domaine de la philosophie.
Bon, ce que dit Wittgenstein ici, ça veut dire que Descartes, Leibniz, Platon, tous ces gens-là, tous ces illustres philosophes, eh ben, ils ont un peu, comment dire, ils ont un peu parlé pour ne rien dire, quoi. C'est un peu ce que pense Wittgenstein. Enfin, c'est d'ailleurs complètement ce qu'il pense. Alors, dans sa conférence sur l'éthique, il donne une précision, il donne une précision et il rajoute un argument à cette idée-là, qui permet de distinguer, d'une part, les jugements de fait, ceux dont on parle, donc on parle des faits, et les jugements de valeur, ceux dont on ne parle pas, puisqu'ils sont des jugements qui réfèrent à de l'éthique et donc qui appartiennent à la métaphysique. Wittgenstein explique que son Tractatus Logico-Philosophicus, il l'explique dans la conférence sur l'éthique, est composé en deux parties. La première, c'est la moins importante, celle qu'il a écrite, donc les 50 pages du Tractatus, et la deuxième, la plus importante, c'est celle qu'il n'a pas écrite, bien sûr, c'est-à-dire la partie sur l'éthique. Et alors, Wittgenstein dit qu'il ne pouvait de toute façon pas écrire de partie sur l'éthique, parce que l'éthique portait sur des jugements de valeur. Et pour faire comprendre cela, il dit, voilà, imaginons un gros livre. Ce gros livre contiendrait des propositions qui rendraient compte de tout ce qui se passe factuellement dans le monde, donc de tous les faits du monde. Bon. Bien sûr, à l'exclusion du gros livre lui-même, sinon on régresserait à l'infini, vous comprenez bien. Bon. Le gros livre contiendrait toutes les propositions qui rendent compte de tous les faits du monde. Ce gros livre, dit Wittgenstein, ne pourrait pas contenir de jugement de valeur. Je vous donne un exemple très concret et très trivial qui vous permettra de comprendre la situation. Je ne sais pas, comment vous appelez-vous ? Comment ? Imen. Donc imaginons, Imen sort du lycée, voilà, tranquillement, elle est contente de rentrer chez elle, et puis là il y a trois garçons très costauds qui l'attaquent, la passent à tabac, lui donnent des coups de pied dans les côtes, la dépouillent, et puis s'en vont. Voilà. Donc là je raconte quelque chose qui est un jugement de fait. Trois garçons très costauds arrivent, la tabassent, la passent à tabac, voilà, lui donnent des coups de pied dans les côtes et partent avec son portefeuille. Ça pourrait rentrer dans le gros livre de Wittgenstein. Maintenant, imaginons que je dise, voilà, Imen sort du lycée, et là se fait accoster par trois racailles qui lui veulent du mal, et il la tabasse, il la raquette, ce qu'ils font n'est pas bien, il mérite d'aller cramer en enfer. Donc là, vous voyez que j'ai introduit des jugements de valeur. Et ce que dit Wittgenstein, c'est qu'on pourrait introduire mon discours dans le gros livre, mais on ne pourrait dire que, enfin, on ne pourrait avaliser ce que dit mon discours. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire mériter de brûler en enfer, on ne sait pas ce que ça veut dire ce sont des mauvaises personnes ou ce sont des racailles, et par conséquent, ces jugements de valeur ne pourraient pas se trouver dans le gros livre puisqu'ils ne procèdent d'aucune connaissance. Wittgenstein donne les exemples suivants. Il dit, voilà, alors lui il distingue en fait les jugements de fait, des jugements de valeur relatifs et des jugements de valeur absolue. En fait, les jugements de valeur relatifs sont réductibles à des jugements de fait selon Wittgenstein. Ça va en 3 minutes, je peux expliquer ça. Wittgenstein dit, imaginons que je joue au tennis contre un joueur de tennis. Alors, je peux dire, je joue au tennis, et il joue au tennis. Ça, c'est un jugement de fait. Maintenant, je peux dire aussi, c'est un bon joueur de tennis. Et Wittgenstein dit, là, on a un jugement de valeur, mais c'est un jugement de valeur qui est relatif. Pourquoi ? Parce qu'il est relatif à une définition explicite et claire de ce que l'on entend par bon joueur de tennis. Un bon joueur de tennis, c'est quelqu'un qui a une technique maîtrisée, une bonne condition physique qui lui permet de jouer au tennis de la meilleure des manières. Il est technique, il est physique, voilà, on a une définition de ce que c'est qu'un bon joueur de tennis. Wittgenstein dit donc, là on a un jugement de valeur relatif. Ce jugement de valeur relatif est réductible à un jugement de fait. Donc c'est un jugement de fait. Il pourrait rentrer dans le gros livre. Et puis je pourrais dire, ce joueur de tennis est une bonne personne. Et là, dit Wittgenstein, on a un problème. Parce que je n'ai pas de définition qui renvoie factuellement à ce que c'est qu'une bonne personne. J'ai une définition qui renvoie à ce que c'est qu'un bon joueur de tennis. On peut reconnaître, identifier clairement un joueur de tennis de manière universelle. Mais on ne peut pas reconnaître et identifier clairement ce que c'est qu'une bonne personne de manière universelle, parce qu'il n'existe pas quelque chose qui réfère dans le monde à ce que c'est qu'être une bonne personne de manière universelle. Donc là, on a affaire à un jugement de valeur absolu, et ces jugements de valeur sont exclus du discours philosophique, ils sont exclus du champ de la vérité. Bon. Pour dire une dernière chose à ce niveau-là, pour nous raccrocher à notre notion de vérité, il y a des propositions en fait, qui sont des propositions qui portent des jugements de fait. Ces propositions, pour Wittgenstein, sont pourvues de sens, elles ont du sens, elles signifient quelque chose.
Et ces propositions peuvent prendre une valeur de vérité. Donc on peut juger si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Les propositions pourvues de sens peuvent prendre une valeur de vérité. On peut dire c'est vrai ou c'est faux que je joue au tennis, c'est vrai ou c'est faux que X est un bon joueur de tennis. Ça, on peut statuer sur la vérité de ces propositions. Et il y a des propositions qui sont vides de sens, et ces propositions vides de sens, on ne peut pas statuer de leur véracité. Par exemple, si je dis ce joueur de tennis est une bonne personne, je ne pourrais pas dire que c'est vrai ou que c'est faux. On est en dehors ici du sens. On est en dehors de la signification, on est en dehors de la logique, on ne peut pas en parler. On est en dehors donc de la vérité. Donc les propositions pourvues de sens peuvent avoir une valeur de vérité, les propositions dépourvues de sens n'ont pas de valeur de vérité. On ne peut pas juger si elles sont vraies ou si elles sont fausses. La philosophie, ce dont elle parle, elle doit parler, elle ne peut parler que des propositions pourvues de sens sur lesquelles on peut statuer. Oui, Donc, tant qu'on peut définir une chose, c'est un jugement de fait. c'est l'idée de Wittgenstein, oui. Bon, vous allez voir que malheureusement, cette idée est fausse, mais ça c'est pour la prochaine fois. Je vous libère, c'est l'heure, ça sonne.